L'Algérie, de son côté, elle n'est pas seule. Est-ce qu'on peut parler désormais de deux axes bien distincts, l'axe Amérique, Israël, Maroc et l'axe Algérie, Chine, Russie? Je pense que si on analyse la perspective mondiale, les axes sont encore plus larges que ça, mais en fait, on assiste à une évolution assez rapide de l'histoire qui, à mon avis, est liée à la crise économique, financière, morale du capitalisme en général. L'accélération de l'histoire, c'est que les États-Unis ont été au sommet de leur puissance en 1945. Ils avaient bien profité de la Seconde Guerre mondiale, où ils avaient d'ailleurs une stratégie extrêmement perverse, on va dire, qui était de ne pas intervenir, de ne pas mettre leurs troupes pour arrêter la menace hitlérienne, la menace fasciste, de laisser les Britanniques et les Soviétiques, surtout les Soviétiques, porter le poids de la guerre, subir de grosses pertes, s'endetter, et donc de tirer les marrons du feu. Et pendant 3 ans, les États-Unis ont refusé d'intervenir militairement. Et quand ils ont vu que l'URSS était en train de libérer l'Europe et avait à elle seule, en fait, vaincu l'armée nazie, alors ils sont intervenus dardard en Europe pour essayer de garder leur contrôle sur l'Europe. Mais ce contrôle a bien fonctionné tant que la situation économique et financière était positive, donc on va dire en gros de 45 à 75. Mais là, quand déjà vers 71, quand le déclin économique et financier des États-Unis sous Nixon devient évident, là, les contradictions deviennent plus fortes entre les États-Unis et l'Europe. Et là aussi, il y a clairement un affaiblissement. Les États-Unis ont bombardé beaucoup de pays, je rappelle, dans cette période, mais après leur défaite au Vietnam et avec l'Union soviétique qui faisait contrepoids, ils n'ont pas osé lancer de grandes guerres. De nouveau, déjà, ils n'étaient pas capables de les gagner, et puis ça leur coûtait cher, et dans l'opinion internationale, ils étaient devenus vraiment très impopulaires. Mais lorsque l'Union soviétique a disparu et le camp de l'Europe de l'Est aussi, à ce moment-là, les États-Unis ont montré toute leur arrogance et se sont dit maintenant, on y va, on déclenche la guerre contre l'Irak pour rafler son pétrole, pour contrôler le pétrole au Moyen-Orient, pour mater les Arabes et les musulmans. On attaque la Yougoslavie pour affaiblir la Russie, pour éliminer une armée indépendante. Il y avait beaucoup de points communs entre la Yougoslavie et l'Algérie dans toute cette époque-là. Et donc, deux guerres pour détruire la Yougoslavie. Après, on recommence contre l'Irak. Je vous rappelle les fameuses paroles du ministre Rumsfeld, selon le témoignage du général Wesley Clark, qui disait nous allons maintenant, nous allons dans les années qui viennent attaquer 7 pays, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Liban, la Syrie, le Soudan, encore un qui ne me revient pas. Et donc, tout ça, ils ont essayé de le réaliser par des guerres directes ou par des coups d'État ou des guerres civiles provoquées. Mais au final, que voit-on maintenant? Ils ont pu faire ça avec une certaine impunité jusqu'à la guerre contre la Libye, hein, la guerre d'Obama, Clinton, Sarkozy contre la Libye. Mais après, contre la Syrie, ils ont échoué. Ils auraient voulu, et Israël aurait voulu attaquer l'Iran, ils n'ont pas pu. Et donc, on assiste maintenant à un renforcement de ce que j'appellerais le front de la résistance. Au niveau local, le Hamas à Gaza n'a pas cédé face aux bombes. Le Hezbollah a infligé au Liban une défaite très importante à Israël, qui a montré l'exemple. Les peuples de la région commencent à reprendre l'idée US Go, rentrer chez vous. Les États-Unis ont dû quitter l'Afghanistan de façon lamentable, sur un échec total. Sur l'Irak, on voit bien aussi que ça ne leur rapporte pas. Donc, on voit que
il y a un affaiblissement de ce camp-là, et en même temps, il est tellement désespéré, et l'arme militaire est un peu la dernière possibilité qu'ils ont d'imposer leur domination, la domination des multinationales US. Donc, on voit qu'en même temps, on est dans une période dangereuse. Ils sont affaiblis et peut-être que ça les rend dans l'immédiat assez dangereux aussi. Et donc, je crois que au niveau mondial, on voit qu'ils ont essayé d'écraser la Russie. Ils ont placé pour ça à sa tête un bonhomme corrompu, alcoolique et vraiment nul comme Yeltsin, qui faisait tout ce que ses patrons lui disaient. Ça a provoqué une grande catastrophe sociale, l'explosion de la pauvreté et des conflits en Russie et dans toute la région. Mais là, il y a eu un coup d'arrêt. Et on voit maintenant que le facteur principal, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine, qui a réussi à sortir quasiment 800 millions de gens hors de la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment une démonstration pour tous les peuples de la planète que c'est possible, mais qu'il faut réfléchir en dehors du système imposé par le capitalisme occidental, qu'il faut oser prendre d'autres solutions. Et on voit que ce renforcement économique, financier, a changé les rapports de force. Je lisais récemment que on est en train de préparer un marché commun de l'ensemble de l'Asie et de l'océan Indien, qui sera le plus important du monde, pratiquement un tiers du commerce mondial, qu'on va diminuer progressivement les barrières, qu'on va donc renforcer les échanges, et toute cette région est en train de devenir déjà la plus importante de l'économie mondiale, plus importante même que l'ensemble formé par les États-Unis et l'Europe. Donc sur cette base, on voit maintenant que les États-Unis ont essayé d'encercler la Chine, qu'il y a toute cette guerre psychologique avec Hong Kong, Taïwan, et les mensonges sur les Ouïghours, une série d'autres opérations de chantage et de déstabilisation qui échouent. La Chine ne se laisse pas faire. Et donc, il y a maintenant, en Asie, il y a eu l'OCS, l'Organisation pour la coopération de Shanghai, regroupant la Chine, la Russie et de plus en plus de pays membres pour justement lutter contre les ingérences des États-Unis et le terrorisme. Il y a maintenant cette zone de libre-échange qui serait étendue à l'Océanie. Et donc, le rapport de force mondial change. Et c'est pourquoi je disais il y a un instant qu'on peut vraiment prendre confiance dans la possibilité de faire échec aux États-Unis, de défendre la souveraineté des peuples et de résister, de définir soi-même quel système économique et social on veut et de relever les défis importants qui se présentent à l'ensemble des peuples du Maghreb. Je pense, sans donner la leçon et en étant juste un Européen qui observe et qui fait des comparaisons, je pense que les trois peuples du Maghreb sont face à des défis importants en matière de démocratie, de corruption, de développement économique et social, de lutte contre la pauvreté, et que donc il y aurait vraiment un grand intérêt à comparer et à essayer de résister ensemble justement à ce front du capitalisme occidental.